Nous y revoilà. L'histoire de cet anime commence un matin. Des mineurs creusaient une mine lorsque, soudain, un violent tremblement de terre frappe l'endroit. Tous s'enfuient immédiatement, car c'est évidemment dangereux. Mais, à la différence des autres, une femme court dans la direction opposée. Les gens fuient parmi les débris et les gravats. Parmi eux, un homme se retrouve coincé entre des troncs de bois. Par conséquent, il laisse tomber sa bourse d'argent. Un ouvrier en profite pour tenter de la lui voler. Cependant, l'homme l'arrête en lui saisissant le poignet. Voyant qu'il résiste, le voleur sourit. Il saisit une pioche et s'apprête à mettre fin à la vie du pauvre homme. Mais, à cet instant, la femme arrive et sauve l'homme en incinérant complètement le voleur. L'homme resté au sol crie de terreur. « C'est une sorcière !» Oui, vraiment ingrat. Dans un changement de scène soudain, la femme est sur le point d'être condamnée à la pendaison. Les habitants du village restent attentifs à l'affaire. Certains lui jettent des pierres en exigeant sa mort. Tout cela est observé par des nobles. L'un d'eux demande où se trouve le prince, puisqu'il est censé être chargé de prononcer la sentence. Mais ce soldat nommé Carter, qui sert le prince, l'ignore simplement. Passons maintenant à l'intérieur d'une demeure. Nous y rencontrons Barof, le serviteur du prince. Il croise Tyr, une servante qui vient de sortir de la chambre où se trouve le prince. Barof lui demande des nouvelles et elle répond qu'il dort encore. Malgré cela, Barof frappe à la porte et entre dans la chambre. Il découvre une scène qui, à première vue, nous laisse comprendre ce qui s'est passé. Barof s'approche du prince pour tenter de le réveiller. De façon inattendue, le prince, qui est d'ailleurs notre protagoniste, se réveille, confus. Il demande où il se trouve. Barof l'informe qu'il doit exécuter une sorcière et que tout le village attend sa sentence. Cela paraît absurde au prince, qui pense même qu'il s'agit d'un rêve. Dans une tentative de se souvenir, il demande s'il s'appelle bien Barof, ce que le vieil homme confirme. Le prince remarque que le vieil homme le regarde avec incrédulité, alors il décide d'observer avant d'agir. Alors qu'il s'apprêtait à partir, le prince s'arrête et se retourne pour regarder la coupe renversée sur le sol. Quelque chose qui lui paraît étrange. Pendant ce temps, au centre du village, les habitants attendent avec impatience l'arrivée du prince. À cet instant, la porte s'ouvre et Roland sort accompagné de Barof. En le voyant, le noble de tout à l'heure affiche une expression de dégoût. Mais tous les villageois l'acclament. Parmi eux se trouvait Tyr, qui restait stupéfaite de le voir là. Roland, de son côté, observait la sorcière en ce lieu. Mais, considérant que tout cela était ridicule, il feint la somnolence et reporte le jugement à une date ultérieure. Carter et Barof tentent de l'arrêter, l'avertissant que s'il la laisse en vie, d'autres sorcières pourraient être attirées. Cela paraît parfait à Roland, car de cette manière, il pourrait toutes les éliminer en même temps. Sans rien ajouter de plus, il quitte les lieux, laissant les habitants et les nobles déconcertés. Dans un changement de scène, Roland se trouve dans sa calèche en route vers sa résidence. En regardant par la fenêtre, il remarque que les gens le regardent avec indifférence. Après un court trajet, ils arrivent à sa résidence. Roland s'enferme dans sa chambre et peut enfin pousser un soupir de soulagement. Après avoir vu tout cela, il conclut qu'il se trouve dans un autre monde, dans le corps d'un prince en qui personne n'a confiance. Un territoire insignifiant et une société incivilisée, autrement dit une époque sombre et ignorante. Sur le mur de sa chambre, il découvre un tableau avec différents noms. Parmi eux, il en voit un qui attire son attention. Il se place devant le miroir et, comprenant qu'il s'est réincarné, suppose qu'il devra s'adapter et assumer le rôle de Roland Wimbledon. Ainsi, dans un changement de scène, on le voit dévorer la nourriture qu'on lui a servie. À ce moment-là, Barof arrive en demandant s'il l'a appelé. Roland répond que oui et l'invite à s'asseoir. En le voyant manger, Barof l'informe qu'ils ont reçu un rapport signalant des traces d'une sorcière dans la forêt de l'Ouest. Et sur les lieux, ils ont trouvé une pièce. Le vieil homme la lui montre, la décrivant comme l'emblème de la confrérie des sorcières. Roland demande ce que c'est. Barof lui révèle qu'il s'agit d'une organisation de sorcières qui rassemble les leurs afin de rechercher la montagne sacrée. Car, selon les rumeurs, quiconque l'atteint obtient la paix éternelle. Une promesse utilisée par la confrérie pour convaincre des jeunes filles de devenir des sorcières. Il lui demande même s'il se souvient de la disparition de nouveau-nés, car on raconte que ce sont elles les responsables.
Roland lui demande s'il craint qu'elle vienne sauver la sorcière. Barov le confirme, car il est certain qu'elles ne laisseront pas une compagne déjà corrompue par le pouvoir démoniaque s'échapper. Le protagoniste, intéressé par tout cela, lui demande de quel type de pouvoir il s'agit et comment ils ont réussi à la capturer. Barov lui raconte que cela s'est produit il y a quelques jours, lors de l'effondrement d'une mine du Nord. Une fois encore, Roland demande quel type de sorcellerie elle a utilisé. Barov révèle qu'elle a libéré des flammes maléfiques de ses mains et qu'elle a brûlé une personne jusqu'à la faire fondre. C'est pourquoi il estime qu'ils doivent se débarrasser d'elle au plus vite. Roland ignore cette suggestion et lui demande de le conduire jusqu'à elle. Barov tente de l'en empêcher, mais Roland change de sujet et lui demande pourquoi ils ont décidé d'utiliser la potence pour cette sorcière plutôt que le bûcher. Barov suppose que c'est parce que cette sorcière ne craint pas le feu. Dans un changement de scène, Roland descend vers le cachot où se trouve la sorcière. Carter tente de le faire revenir à la raison, mais notre protagoniste ignore ses avertissements et demande qu'on le guide jusqu'à elle. Après un bref trajet, ils arrivent devant la cellule de la sorcière. L'un des gardes ouvre les barreaux et Roland entre. Carter se place devant lui pour le protéger, mais sa peur est palpable. À cet instant, la sorcière relève la tête et se met debout. Immédiatement, Carter dégaine son épée, prêt à attaquer. Mais Roland le calme. Il s'approche de la sorcière et lui demande son nom, après s'être présenté comme le seigneur de la ville frontalière. Oui, tout un chevalier, ce Roland. La sorcière révèle son nom, Anna. Roland lui demande ce qui s'est passé ce jour-là dans la mine. Anna lui raconte que son père était un mineur qui travaillait dans cette mine lorsque l'effondrement s'est produit. Il était resté coincé sous un rocher qui écrasait sa jambe. Et à ses côtés, il y avait un autre mineur qui voulut en profiter pour lui voler les économies de toute sa vie. Son père lutta de toutes ses forces pour l'en empêcher. Et quand elle le retrouva enfin, elle vit ce mineur lever sa pioche pour mettre fin à sa vie. Alors, elle n'eut d'autre choix que de lui ôter la vie. Après avoir écouté son histoire, Roland lui demande comment elle a été arrêtée. La sorcière répond, tremblante, qu'on l'a piégée. Roland demande qui en est responsable. Cependant, elle ne répond pas. Barov s'approche de Roland et lui révèle que c'est son propre père qui l'a dénoncé. Cela déconcerte Roland. Mais Barov lui explique qu'il l'a sûrement fait pour la récompense. Car la personne qui découvre et dénonce une sorcière reçoit 25 dragons d'or. Une somme qui, pour quelqu'un avec la jambe brisée, équivaut à une assurance vie. Laissant cela de côté, Roland demande si l'autre mineur était adulte, car il souhaite savoir comment elle l'a tué. Anna avoue qu'elle l'a fait avec ce pouvoir qu'ils appellent le pouvoir du diable. En entendant cela, les gardes et Carter se mettent en alerte. Cependant, Roland ne bronche pas et lui demande de le lui montrer. Carter et Barov remettent cette décision en question, lui rappelant que la pierre du châtiment divin la retient prisonnière et que s'il la libère, les conséquences seraient inimaginables. Même la sorcière dit à notre protagoniste que sa propre curiosité pourrait le tuer. Roland ignore cela et lui répond que, si elle était un démon malveillant, elle ne devrait pas le tuer lui, mais son père. Anna secoue la tête et se met à pleurer. Roland se lasse d'attendre. Il s'approche alors d'elle et lui demande une nouvelle fois de lui montrer son pouvoir. Ainsi, il saura si elle est digne de sa compassion ou si elle est un vil démon capable de feindre. Cela dit, il approche sa main du collier qu'elle porte. Carter tente de l'arrêter, mais, dans la lutte, le collier se brise et la sorcière libère tout son pouvoir. Immédiatement, Carter saisit Roland pour l'emmener en lieu sûr. Cependant, celui-ci refuse de bouger, lui montrant le feu et comment celui-ci ne se propage pas. En voyant cela, il comprend qu'elle contrôle le feu avec précision afin de ne pas leur faire de mal. Il reste quelques secondes à observer les barreaux de fer fondre sous l'intensité des flammes. Roland ne quitte pas la femme des yeux et, lorsque le feu finit par s'éteindre, Anna lui demande s'il va la tuer maintenant que sa curiosité est satisfaite. Roland ne dit pas un mot. Il s'approche d'elle et la couvre de sa cape. Puis il répond que non. En réalité, il veut l'engager. C'est ça, elle est entrée en tant que prisonnière et en est sortie avec un emploi. Quel gouvernement exemplaire! Maintenant, changeons de scène. Roland se trouve dans sa chambre, en train d'écrire sur un papier tout ce qu'il sait des lois de la thermodynamique. Après une brève analyse, il conclut que le pouvoir d'Anna est idéal pour ce qu'il s'apprête à faire. À ce moment-là,
Barov frappe à la porte. Roland lui demande d'entrer et lui pose des questions sur la tâche qu'il lui a confiée. Barov confirme avoir mis en scène l'exécution de la sorcière, si bien que personne ne s'est aperçu de quoi que ce soit. Satisfait, Roland lui demande de rédiger un rapport, résumant tout ce qui s'est passé durant la dernière décennie dans la ville frontalière, que ce soit le commerce, les impôts ou les dépenses. Et, par la même occasion, des ateliers de la ville, comme la métallurgie, le textile et la céramique. Barov est surpris en entendant cela. Il lui demande même la raison pour laquelle il veut savoir tout cela. Pense-t-il prendre au sérieux la lutte pour le trône? Roland reste quelque peu confus en entendant cela. Il s'approche alors de la carte accrochée au mur. Là, il voit comment chacun de ses frères gouverne une partie du royaume. Goron, la forteresse militaire, Garcia, le port commercial, Tifeco, le centre économique, Tilly, le centre culturel, et enfin lui qui gouverne la ville frontalière. Ayant pris connaissance de la situation, il demande à Barov quelles sont ses chances de gagner. Le vieil homme répond avec regret que les fiefs des autres princes sont bien plus avantagés et qu'il lui sera donc difficile d'accomplir quoi que ce soit. De plus, avec ses performances passées et sa réputation parmi les nobles de la société, il doute fortement qu'il ait beaucoup de chance. Roland lui donne raison, mais c'est précisément pour cela qu'il se concentrera sur une autre manière d'impressionner son père. Avant de poursuivre la conversation, il lui demande s'il sait qui gouverne réellement ce pays. Barov répond que c'est la famille royale du Château Gris. Roland réfute cela, affirmant que ce n'est qu'une façade, car ceux qui gouvernent réellement se trouvent dans la ville sainte d'Hermès. En d'autres termes, l'Église. C'est pourquoi il envisage de créer un royaume qui ne soit pas soumis à l'Église. Ainsi, le trône ne lui appartiendra qu'à lui seul. Il lui demande même si cela ne le dérange pas que l'Église interfère autant. Barov admet qu'il a raison. Mais malgré tout, l'Église est profondément enracinée et bénéficie du soutien du peuple. Roland précise que le peuple la soutient uniquement parce qu'il croit à ses mensonges. C'est pourquoi ils vont s'efforcer de prouver qu'elle ment. Et le premier mensonge concerne les sorcières, selon lequel elles seraient l'incarnation du mal. Barov demande, incrédule, si c'est pour cette raison qu'il a sauvé la sorcière. Roland le lui confirme et lui promet que s'il remporte la lutte pour le trône, il cessera d'être un simple serviteur pour devenir sa main droite. Mais pour cela, il a besoin qu'il ne remette pas ses décisions en question. Après cette conversation, Barov quitte la pièce. Dans le couloir, il croise Carter. Celui-ci lui demande de quoi ils ont parlé. Mais Barov évite de répondre, se contentant de dire que le prince ne semble plus être le même. Passons maintenant à la sorcière. Elle était assise dans le jardin, plongée dans ses pensées. On nous révèle qu'après sa démonstration de magie, Barov est allé dans sa chambre pour lui expliquer en détail son contrat de travail. Cependant, jusqu'à présent, elle ne sait toujours pas ce qu'elle devra faire. À cet instant, Roland apparaît. Notre protagoniste s'approche et la salue. Anna reste confuse. Elle lui demande pourquoi il fait tout cela pour elle. Roland se contente de sourire et l'invite à se promener. En chemin, Anna lui demande pourquoi il l'a sauvée alors qu'elle a tué quelqu'un. Roland lui rappelle qu'elle l'a fait pour sauver son père, ce que n'importe qui aurait fait. Malgré cela, Anna doute que ce soit une bonne idée de lui pardonner, puisqu'elle est une sorcière. À cela, Roland s'approche d'une fleur et l'accueille. Puis, il la tend à Anna. Lorsque la sorcière la prend dans ses mains, Roland lui révèle qu'elle est toxique. Immédiatement, Anna laisse tomber la fleur. Mais Roland précise aussitôt que c'était un mensonge. Cependant, ces mots ont suffi à lui faire ressentir de la peur. En entendant cela, Anna lui demande si c'est la même chose pour les sorcières. Roland le lui confirme. Il ajoute également que son pouvoir est un produit de la nature et qu'il n'est donc pas maléfique. Anna commence à pleurer. Elle lui confie qu'il ne comprend pas l'ampleur de ce pouvoir démoniaque capable de blesser tout ce qui l'entoure. C'est pourquoi elle pense qu'il vaudrait mieux qu'on l'exécute. Roland se lasse. Il lui dit que si elle veut mourir, elle est libre de le faire, mais que cela ne résoudra rien, et que les autres continueront à penser la même chose des sorcières. Mais elle peut choisir un autre chemin, celui où ils créeront un monde dans lequel les sorcières pourront vivre en paix sans craindre quoi que ce soit. Après cela, il lui demande si elle ne souhaite pas redevenir comme avant. Anna répond en larmes que si. Elle veut mener une vie normale, où elle enseigne aux enfants à écrire et à lire, comme le faisait son maître Karl.
Roland lui explique que cela sera possible si elle se joint à lui et qu'ils travaillent ensemble. Dans ce cas, Anna accepte. Elle demande alors ce qu'elle doit faire. Dans l'après-midi, Roland l'emmène dans une usine afin qu'elle s'entraîne et apprenne à contrôler son pouvoir. Au cours des jours suivants, Anna accomplit sa tâche avec dévouement. Pendant ce temps, Roland restait dans sa chambre, lisant et examinant les rapports. Une nuit, Tyr, la servante du début, envoya une lettre à l'aide d'un pigeon voyageur. Dans l'après-midi, Roland l'emmène dans une usine afin qu'elle s'entraîne et apprenne à contrôler son pouvoir. Durant les jours suivants, Anna accomplit sa tâche avec sérieux, tandis que Roland reste dans sa chambre à lire et à examiner des rapports. Une nuit, Tyr, la servante du début, envoie une lettre à l'aide d'un pigeon voyageur. Le lendemain matin, Roland rencontre Barov et lui explique qu'il a examiné les registres du fief. Il a découvert que le territoire frontalier se distingue uniquement par son activité minière, mais qu'un point étrange attire son attention. Les revenus sont presque inexistants et tous les échanges commerciaux se font avec le village de Saul. Confus, il demande d'où provient la nourriture. Barov révèle que jusqu'à l'année précédente, tout le minerai produit dans le territoire frontalier était échangé contre du grain auprès de la forteresse de Longchamp. Roland demande la raison de cette situation. Barov explique que, pour Longchamp, le territoire frontalier est considéré comme une propriété. Ils nourrissent donc les travailleurs juste assez pour qu'ils continuent à produire. Oui, une exploitation totale. Même avant l'arrivée de Roland, le baron Boris, ancien seigneur, obéissait toujours aux ordres de la forteresse et livrait tout le minerai en échange d'un peu de nourriture. Cela semble absurde à Roland, car même dans une logique d'intérêt personnel, il aurait cherché à développer un véritable commerce. Barov lui révèle alors que Boris et plusieurs chevaliers possèdent des biens à Longchamp. C'est pourquoi ils ne se sont jamais souciés du développement du territoire frontalier. Ils se contentaient de livrer le minerai pour couvrir les rations alimentaires, tout en recevant une part des bénéfices. Oui, une situation profondément injuste. Roland comprend qu'ils ne peuvent pas continuer ainsi et ordonne donc de mettre fin à cet échange. Barov demande alors d'où viendra la nourriture. Roland répond que, désormais, ils établiront un véritable commerce. Ils vendront tout leur minerai au village de Saul, puis achèteront du grain en retour. Face à cela, Barov évoque un problème potentiel. Et si le village refusait d'acheter? Dans ce cas, Roland propose de vendre le minerai à 50% du prix du marché, afin d'obtenir rapidement un capital de départ et de conquérir progressivement le marché. À ce sujet, Barov lui demande alors ce qu'ils feront ensuite avec un prix aussi bas. Roland proposa alors une stratégie encore plus ambitieuse, vendre le minerai à d'autres régions. Après tout, il se trouvait à la source du fleuve Rouge, un cours d'eau qui traversait tout le pays. Une fois qu'ils disposeraient d'une flotte solide, ils pourraient étendre leur commerce à grande échelle. Le fleuve Rouge deviendrait ainsi leur propre route de la soie. Barov reconnut que le plan était ingénieux. Cependant, il souleva une inquiétude majeure. Cela pourrait être perçu comme un vol envers la forteresse de Chantelon. Et dans ce cas, il risquerait de ne plus être autorisé à s'y réfugier durant l'hiver. Roland, intrigué, demanda pourquoi ils auraient besoin de passer l'hiver là-bas. Barov lui rappela alors l'existence de la lune démoniaque. Chaque année, après le printemps enneigé, une sorte de porte de l'enfer s'ouvrait dans les montagnes du Dragon. Une énergie maléfique s'en échappait, corrompant les animaux de la forêt de brume. Ces derniers se transformaient alors en bêtes sauvages, violentes et sanguinaires, qui se déchaînaient vers l'est en détruisant tout sur leur passage. Or, le village frontalier ne possédait aucune muraille. Par conséquent, ses habitants n'avaient d'autre choix que de fuir et de se réfugier à Chantelong pendant cette période. Roland comprit immédiatement une chose essentielle. Tant que ce problème ne serait pas résolu, il ne pourrait ni prospérer, ni espérer rivaliser pour le trône. Sans perdre un instant, il fit appeler Carter. Peu après, dans la salle royale, 3 survivants de la lune démoniaque furent amenés devant lui. 2 d'entre eux étaient des chefs de patrouille chargés d'allumer les signaux de feu, tandis que le 3e était un chasseur ayant réussi à affronter et tuer 2 de ses bêtes. Roland commença par les interroger sur le fonctionnement des signaux. Le premier homme, nerveux, se mit à bégayer. Roland préféra alors donner la parole au second. Celui-ci expliqua qu'il patrouillait sur le versant sud des montagnes du Dragon. Lorsqu'il repérait des traces de bêtes,
ils allumaient immédiatement les signaux de feu. Ensuite, ils fuyaient par bateau pour rejoindre la forteresse. Ce détail attira particulièrement l'attention de Roland. Il demanda alors si les bêtes ne les attaquaient pas sur l'eau. Le soldat répondit que non, et qu'il n'avait jamais vu une seule de ces créatures traverser un cours d'eau. Avec cette information en tête, Roland poursuivit ses questions et demanda combien de temps durait généralement une lune démoniaque. Le soldat répondit qu'elle s'étendait habituellement sur 2 à 3 mois. Cependant, il mentionna qu'il y a 2 ans, elle avait duré 4 mois. Lors de cet événement, de nombreuses personnes étaient mortes, non pas à cause des bêtes, mais de malnutrition. Cette révélation troubla Roland. Après tout, ils étaient censés être en sécurité à Chantelon. Le soldat expliqua alors la vérité. La forteresse ne distribuait la nourriture qu'en fonction de la quantité de minerais livrés. Même en rationnant strictement, les provisions ne suffisaient à peine que pour 3 mois. Au-delà de cette durée, c'est pour cette raison que, durant le dernier mois, ces misérables se contentèrent de regarder les habitants mourir de faim, sans rien faire pour les aider. Une cruauté qui révolta profondément Roland, même s'il resta attentif et calme en écoutant chaque détail. Il se tourna ensuite vers le chasseur et lui demanda quelle créature il avait affrontée. L'homme répondit qu'il s'agissait de bêtes ressemblant à un sanglier et à un loup. Il expliqua que ces monstres étaient en réalité des animaux mutés et que plus une bête était féroce avant sa mutation, plus elle devenait difficile à vaincre. Cependant, il précisa que ces créatures n'étaient pas les plus terrifiantes. Les véritables dangers étaient les hybrides. Des monstres aussi puissants qu'un lion, dotés d'ailes d'aigle et d'un odorat capable de détecter une proie, même parfaitement cachée. Roland supposa alors qu'il ne devait pas y en avoir beaucoup. Le chasseur confirma, estimant leur nombre à environ 3 par lune démoniaque. Il ajouta toutefois un détail rassurant. Ces hybrides ne pouvaient voler qu'à basse altitude. Sinon, même les murailles ne suffiraient pas à protéger la population. Après avoir recueilli toutes ces informations, Roland demanda le nom du chasseur. Celui-ci se présenta comme Hache d'Acier, un nom à la hauteur de sa bravoure. Impressionné, Roland le félicita chaleureusement, puis, en guise de récompense pour les 3 hommes, ordonna qu'on leur remette 10 pièces d'argent chacun. Une fois seul, Roland demanda à Carter de l'accompagner. Ils se rendirent ensemble à l'endroit où les signaux de feu étaient allumés. Observant attentivement les environs, Roland demanda à Carter quelle distance séparait ce point du fleuve. Carter estima la distance à environ 2000 pieds. Intrigué, il demanda alors la raison de cette inspection. Roland envisageait-il réellement de passer l'hiver au village frontalier? Roland confirma sans hésiter. Il déclara qu'il défendrait le village et qu'il vaincrait les bêtes. Surpris, Carter lui demanda comment il comptait s'y prendre. C'est alors que Roland révéla son ambition, construire le plus grand mur que l'humanité ait jamais vu. Pendant ce temps, Barov travaillait dans son bureau, plongé dans ses pensées. Il ne cessait de réfléchir au changement radical de Roland. Il n'y a pas si longtemps, ce dernier n'était qu'un ivrogne insouciant, laissant toutes les responsabilités aux autres, à lui notamment. Barov avouait même avoir regretté d'avoir accepté son poste. Mais désormais, quelque chose avait changé. Depuis qu'il avait sauvé la sorcière, Roland faisait preuve d'une intelligence stratégique impressionnante. Non seulement il avait réussi à éviter une situation délicate, mais il avait également osé s'attaquer directement au pouvoir religieux. Et cela annonçait des bouleversements bien plus grands encore. Intrigué par ce qui allait se passer, Barov espérait sincèrement que le plan de Roland concernant la construction d'une muraille réussirait. Dans le cas contraire, tous leurs efforts jusqu'à présent seraient réduits à néant. Rien que d'y penser, il se demandait comment une telle entreprise pouvait être réalisable. Pendant ce temps, Carter avait reçu l'ordre de superviser les travaux. Roland leur avait demandé de se rendre à la mine du Mont Nord afin d'en extraire de la pierre calcaire qu'ils devaient ensuite mélanger uniformément avec de l'argile. Une fois ce mélange prêt, il devait être envoyé dans la salle de cuisson, où Anna prendrait le relais. C'est ainsi qu'on put voir la jeune sorcière utiliser sa magie avec une précision remarquable. Après plusieurs heures, Anna sortit enfin de la salle. Roland entra alors pour inspecter le résultat. Satisfait, il donna une nouvelle instruction à Carter. Trouver quelqu'un pour broyer le matériau obtenu et le mélanger avec du gypse jusqu'à obtenir une fine poudre. Dans l'après-midi, le mélange était prêt. Curieux,
Carter demanda ce que Roland comptait faire. Ce dernier se contenta de sourire avant de dire à Anna que, cette fois-ci, il allait lui montrer sa propre magie. Surprise, elle lui demanda s'il était lui aussi capable d'utiliser la magie. Roland répondit calmement que oui, mais que la sienne s'appelait la science. Il ordonna alors à Carter de mélanger la poudre avec de l'eau, puis de la verser sur les pierres afin de combler les interstices. Sceptique, Carter doutait du résultat, mais Roland lui demanda simplement de lui faire confiance et d'attendre le lendemain. Le jour suivant, ils retournèrent Creo, un sur place. Roland demanda à Carter de tester la solidité de la structure. Sans hésiter, celui-ci frappa les pierres avec une pelle et resta stupéfait. La surface était devenue extrêmement dure. Impressionné, Carter affirma qu'avec ce matériau, il pourrait construire une muraille entourant tout le village en 5 ans et même renforcer le château. Mais Roland alla encore plus loin. Il déclara qu'il ne comptait pas s'arrêter là. Il voulait également bâtir des habitations pour tous les villageois. Il confia alors à Anna la production quotidienne de ce matériau, tandis qu'il ordonna à Carter d'achever la muraille, en seulement 3 mois. Avant de partir, Carter l'interrompit pour lui demander le nom de cette poudre miraculeuse. Après quelques secondes de réflexion, Roland répondit simplement « Ciment », un nom qui, étrangement, semblait déjà familier. Quelques jours plus tard, Roland se rendit sur le chantier pour inspecter l'avancement des travaux. Mais, à sa grande déception, il constata que presque rien n'avait été accompli et que le peu qui avait été construit était mal réalisé. Carter en assuma immédiatement la responsabilité. Cependant, Baroff intervint pour le défendre, expliquant que pour un projet d'une telle envergure, ils avaient besoin d'un architecte expérimenté. Sachant tout cela, Roland ordonna qu'on parte immédiatement à la recherche d'un maître tailleur de pierre. Dans un changement de scène, un homme marchait seul dans le village, perdu dans ses souvenirs. Il repensait aux moments passés avec Anna et les autres filles. Parmi ses souvenirs, une image le marqua particulièrement. Celle d'une de ses élèves qui avait fait irruption dans son bureau, les larmes aux yeux, après avoir découvert qu'elle était elle aussi une sorcière. Cette révélation l'avait profondément bouleversé. Soudain, ses pensées furent interrompues par un homme qui l'appelait au loin. Ce dernier lui demanda de l'aider à lire une annonce publiée par le prince. En s'approchant, il découvrit qu'on recrutait des travailleurs pour la construction de la muraille, notamment un maître tailleur de pierre. À la vue de ces mots, l'homme prit immédiatement la fuite. Peu de temps après, Baroff informa Roland qu'ils avaient trouvé un maître tailleur de pierre. Mais avec une certaine surprise, il précisa qu'il s'agissait en réalité du maître de l'école locale. Roland n'y accorda pas d'importance et ordonna qu'on le fasse venir. Les deux hommes se retrouvèrent face à face. Le maître se présenta sous le nom de Karl van Bert. Il affirma avoir participé à l'entretien des digues du Château Gris, conçu et construit des palais, et réparé de nombreuses installations publiques. En entendant cela, Baroff fit remarquer que les travaux du Château Gris étaient habituellement confiés à la guilde des tailleurs de pierre. Il lui demanda donc s'il en faisait partie. Karl confirma. Roland se souvint alors qu'un effondrement avait eu lieu lors de la construction du théâtre du château et que toute la guilde avait été déclarée coupable, avant d'être exécutée. Karl expliqua que cette version n'était qu'à moitié vraie. Selon lui, l'administrateur du chantier avait accepté des pots de vin et ordonné de changer le type de pierre utilisée, ce qui avait causé l'accident. Les membres de la guilde avaient pourtant averti à plusieurs reprises des risques structurels, mais personne ne les avait écoutés. Après la catastrophe, ils avaient tenté d'expliquer la situation à l'enquêteur. Mais lorsque l'administrateur fut interrogé, il déclara qu'il avait simplement cherché à réduire les coûts. Sur la base de ce témoignage, les autorités le déclarèrent innocent, tandis que toute la guilde fut condamnée à mort. Karl révéla alors qu'en apprenant cela, il avait fui dans la nuit et dissimulé sa véritable identité pour survivre. Après avoir entendu toute l'histoire, Roland lui demanda calmement « Pourquoi vous êtes-vous présenté ici ?» Karl avoua finalement qu'il avait bien une raison de se présenter, mais qu'il ne pouvait pas encore la révéler. Après avoir entendu toute l'histoire, Roland demanda l'avis de Baroff. Ce dernier choisit de lui accorder le pardon, estimant qu'ils avaient cruellement besoin de main-d'œuvre. Roland approuva cette décision. Il gracia Karl et le nomma immédiatement administrateur. Sans perdre de temps, il lui montra la carte ainsi que son ambitieux plan de construction.
Comprenant qu'il souhaitait ériger une muraille pour stopper les bêtes démoniaques, Karl suggéra une alternative plus rapide: réduire la hauteur et l'épaisseur du mur et creuser plutôt une large tranchée. Selon lui, cela pourrait être achevé en 1 mois et demi. Cependant, il restait sceptique quant à la possibilité de terminer une muraille complète, faute de temps pour produire suffisamment de pierres taillées. Roland lui posa alors une simple question. « Et si vous aviez assez de pierres ?» Karl répondit sans hésiter que ce serait possible. C'est à ce moment-là que Roland lui révéla son invention. Il le conduisit jusqu'à la zone où il avait mené son expérience. En découvrant la solidité du matériau, Karl resta stupéfait. « Avec une telle ressource, affirma-t-il, la muraille pourrait être achevée en 3 mois. » L'affaire était entendue. Roland lui confia la suite des opérations. Mais Karl demanda un instant pour revenir sur ce qu'il avait évoqué plus tôt. C'est alors qu'Anna entra dans la pièce. À sa vue, Karl sembla profondément soulagé. Il avoua que, depuis tout ce temps, il était hanté par des cauchemars. Submergé par l'émotion et reconnaissant envers Roland, il s'agenouilla devant lui. Roland lui demanda aussitôt de se relever et déclara calmement: « Pour moi, les sorcières ne sont pas des incarnations du mal. Je ne participerai pas à leur chasse. » Rassuré, Karl décida enfin de révéler la vérité. Une autre sorcière était apparue. Il s'agissait de son élève, Nanawa. À cette annonce, un léger malaise s'installa dans la pièce. Barov savait que, dans n'importe quel autre endroit, cela aurait déclenché une chasse sanglante. Mais ici, face à Roland, il était curieux de voir sa réaction. Le prince, lui, se contenta de sourire. Karl s'approcha alors de lui et le supplia de prendre également Nanawa sous sa protection. Mais Roland comprit qu'il y avait un malentendu. Il tenta de clarifier les choses, expliquant qu'il avait sauvé Anna parce qu'il avait besoin de ses capacités. Karl interpréta mal ses paroles et promit qu'à l'avenir, Nanawa pourrait, elle aussi, le satisfaire. Barov éclata de rire. Roland, légèrement agacé, précisa alors qu'Anna était simplement responsable de la fabrication du ciment qu'il venait de voir. Cette révélation surprit énormément Karl. Roland lui demanda ensuite d'aller chercher Nanawa. En quittant la pièce, Barov avertit que traiter avec Nanawa Payne ne serait pas simple, étant donné qu'elle était la fille d'un baron. Roland décida alors que Karl l'accompagnerait désormais Le lendemain, dans la cuisine, la fillette se montre timide et méfiante, mais tout change lorsque Anna apparaît. Ici, à Nanawa, elle la prend affectueusement dans ses bras, gagnant peu à peu sa confiance. Pendant qu'elle mange, Roland lui demande comment elle a découvert ses pouvoirs, et elle révèle qu'en essayant de soigner un petit oiseau blessé, une étrange énergie les a complètement guéris. Intrigué, Roland ordonne qu'on apporte des animaux blessés afin de vérifier sa capacité. Nanawa parvient à les soigner, démontrant qu'elle peut restaurer les dommages physiques, mais pas régénérer des membres perdus ni ressusciter les morts. Roland décide alors qu'elle doit s'entraîner, sans alerter sa famille. Pendant ce temps, Carter commence à comprendre son intérêt pour les sorcières et, face à la menace imminente de la lune démoniaque, Roland affirme qu'ils survivront, bien qu'ils soient conscients qu'ils font face à des dangers encore plus grands. Au cours d'une nuit, une femme aux cheveux argentés contemple la lumière de la lune. Un homme entre alors dans la pièce, s'adresse à elle en l'appelant « Votre Altesse » et l'informe que la flotte noire est revenue avec un grand butin après avoir intercepté un convoi allant de Valentria au cœur du loup. En entendant cela, la femme demande le nom du capitaine de la flotte noire. L'homme répond qu'il s'appelle Drake. Oui, comme le chanteur ou l'acteur, la femme se tourne vers lui et lui ordonne de lui accorder le titre de chevalier et de remettre tout le butin à la flotte noire. L'homme la remercie au nom de la flotte, puis change de sujet. Il l'informe que la mission a échoué, car le prince Roland s'est simplement endormi après avoir bu le vin empoisonné, avant de se réveiller peu de temps après. Oui, cela ne lui a fait absolument aucun effet, mais la femme se lasse de l'écouter. Elle lui ordonne de lui dire qu'elle lui accorde une dernière chance et demande également d'envoyer les affaires de sa sœur afin qu'il agisse en conséquence. Avant que l'homme ne parte, la femme lui donne un dernier ordre: exécuter l'alchimiste qui a préparé ce poison. Nous passons maintenant au territoire de Roland. Un homme arrive au quai et observe les gens travailler, tandis qu'au château, Roland examine des documents avec Vadop. Ce dernier l'informe que la muraille sera achevée très bientôt. Roland demande ensuite quelle est la situation commerciale. Barov assure que tout va bien
et que les provisions en provenance du village de Saul sont déjà arrivées sur leur territoire. Il lui montre même les quantités inscrites dans son rapport, garantissant que cela suffira pour passer l'hiver. Il ajoute qu'après déduction des dépenses, il leur reste encore un petit excédent. Cependant, malgré les revenus commerciaux, leur déficit budgétaire reste important et ils doutent que la situation soit viable à long terme. En d'autres termes, pour l'instant, ils ne s'en sortent pas trop mal. Ils ont suffisamment de nourriture pour l'hiver et même un peu d'argent en surplus. Mais le problème est qu'ils dépensent toujours plus qu'ils ne gagnent, ce qui finira par leur poser de sérieux problèmes. En revenant à l'essentiel, il précise que la majorité des dépenses provient encore du trésor et qu'à ce rythme, ils pourront tenir, au mieux, jusqu'au printemps. Roland le rassure, lui rappelant qu'ils disposent toujours du commerce du minerai et que s'ils parviennent à terminer la muraille et à s'y établir solidement, la production sera assurée. Barov précise que ce n'est pas cela qui l'inquiète, mais plutôt le fait qu'ils aient interrompu l'approvisionnement en minerai de Longshan, car le duc Ryan ne restera certainement pas les bras croisés. À cet instant, quelqu'un les interrompt pour annoncer qu'un émissaire de Longshan est arrivé. Roland ordonne alors à Barov d'envoyer les serviteurs préparer un banquet avec la nourriture du village de Saul pour leur inviter. Car oui, on conquiert d'abord par la nourriture. On passe ensuite à table. Les servantes remplissent la pièce de toutes sortes de plats et de desserts. L'émissaire, un certain Hermon, reste perplexe en voyant tout cela, et Roland l'invite à manger. Hermon l'observe saisir la nourriture avec des baguettes et lui demande ce que c'est. Roland les présente comme des baguettes, expliquant que puisque ces sujets ne peuvent pas se permettre des couverts coûteux, il a imaginé ces ustensiles bon marché et qu'il aimerait que tous les habitants des régions frontalières apprennent à les utiliser. Il s'excuse également de ne pas avoir davantage à offrir. Hermon lui répond de ne pas s'inquiéter, car même à Longshan, ils ne peuvent pas profiter d'un festin comme celui-ci aussi souvent. Roland explique qu'il s'agit d'un banquet de bienvenue, quelque chose qu'il ne mange pas souvent, mais comme les provisions du village de Saul venaient juste d'arriver ce jour-là, il en a profité. Hermon reste incrédule en entendant l'origine de ces aliments. Roland ignore simplement sa réaction et l'invite à manger, suggérant de parler affaires plus tard. Après le repas, Hermon remercie son Altesse pour son hospitalité. Il mentionne également qu'il vient en tant que représentant de Longshan et que la date de livraison des minerais est déjà passée. Les vivres étaient prêts à être envoyés, mais cela n'a pas pu être fait car le minerai n'est toujours pas arrivé. Roland explique qu'ils ont récemment subi un accident. La mine du Nord s'est effondrée, interrompant la production, ce qui les a empêchés de réunir la quantité de minerai convenue. Suite à cela, Hermon lui propose de livrer seulement la production de 2 mois. Mais Roland, lui rappelant que, 2 ans auparavant, beaucoup sont morts de faim et qu'il ne permettra pas que cela se reproduise, décide d'annuler cet échange entre la forteresse et la ville frontalière. Hermon est surpris, encore plus lorsque Roland lui annonce qu'il a vendu le minerai au village de Saul. Il explique qu'ils vendent tout ce qui peut être acheté avec de l'argent et que ce commerce est donc plus avantageux pour son peuple. Oui, notre Roland est un véritable homme d'affaires. Après avoir écouté son Altesse, Hermon lui fait remarquer que le village de Saul ne commerce pas en minerai. Même s'il pète en pièces, cela ne représentera pas grand-chose, et cela pourrait même être une perte. Longshan opère dans l'Ouest depuis plus d'1 siècle, surpassant largement le village de Saul en développement et en taille de marché. C'est pourquoi, à long terme, il serait plus avantageux que la forteresse reste leur unique partenaire commercial. Hermon propose alors d'acheter 30% du minerai à un prix inférieur à celui du marché, une offre où les 2 parties pourraient en tirer profit, démontrant ses talents de négociant. Roland lui demande si ce qu'il propose garantirait l'accord des familles de la forteresse. Hermon répond qu'il n'en est pas certain, mais puisqu'il est chargé du commerce extérieur, il fera de son mieux pour les convaincre. Sur ces mots, Roland accepte, et Hermon se prépare à partir. Avant de quitter les lieux, il ajoute qu'il pourrait être dangereux de voyager jusqu'au village de Saul, surtout qu'il ne reste que 2 mois avant l'hiver. Hermon lui suggère alors d'adopter le point de vue du duc Ryan et de faire preuve de prudence sur certains sujets. Face à cela, Roland lui répond qu'ils n'iront ni au village de Saul ni à Longshan, mais qu'ils construiront une muraille pour se défendre, devenant ainsi la nouvelle frontière du royaume de Château-Gris. Surpris, Hermon lui rappelle que toute décision prise par son Altesse affectera l'ensemble des territoires frontaliers. Si quelque chose tourne mal,
leur peuple n'aura aucun moyen de fuir. Roland le remercie pour son inquiétude et Hermon prend congé. Et en effet, Roland prend un énorme risque. Si son plan échoue, tout pourrait très mal se terminer. Après cette réunion, Roland demande à Baroff de préparer les provisions comme prévu. De son côté, Hermon retourne dans sa ville et rapporte tout ce dont il a parlé avec Roland, la construction de la muraille et son intention de diriger ses sujets pour vaincre les bêtes et transformer le territoire frontalier en nouvelle frontière du royaume de Château-Gris. Oui, Roland vise bien plus que de rester un simple seigneur local. En entendant cela, l'un des fonctionnaires se lève et critique les actions de Roland, les qualifiant d'enfantines. Les autres nobles rient également, affirmant que ce n'est qu'une question de temps avant que ce prince idiot ne vienne supplier leur clémence. À ce moment-là, le duc prend la parole. Il appelle Boris et lui demande s'il sait quelque chose à propos de cette muraille. Boris explique que, quelques jours auparavant, le prince Roland recrutait des tailleurs de pierre et de la main-d'œuvre. Cependant, il pensait qu'il s'agissait simplement de travaux pour rénover le jardin ou autre chose du genre, et non pour construire une muraille. Après cela, le duc demande à Hermon s'il a pu voir cette muraille de ses propres yeux. Hermon répond que oui. Avant de quitter le territoire frontalier, il est allé vérifier par lui-même et a découvert qu'elle était en construction près de la forêt de Brume. Cependant, il ignore quelles méthodes sont utilisées car les travaux avancent à une vitesse étonnamment rapide. Cependant, il doute qu'il puisse résister aux bêtes démoniaques. Face à cela, le duc lui demande son avis. Pendant que cette réunion se déroule, Roland convoque tout le peuple pour une annonce importante. Il leur révèle la rencontre qu'il a eue avec l'émissaire de la forteresse de Longchamp, où on lui a réclamé la livraison du minerai. Il explique qu'il a tenté de négocier en exposant la situation actuelle de leur production et en demandant des provisions pour passer l'hiver, mais que cette demande a été refusée. Ainsi, ils ne recevront pas de nourriture comme ce fut le cas lors de la lune démoniaque d'il y a 2 ans. Et comme on pouvait s'y attendre, la population est immédiatement envahie par l'inquiétude. Roland ajoute que récemment, les astrologues du royaume de Château-Gris l'ont averti que cet hiver sera plus long. Il pourrait durer plus de 4 mois, ce qui signifie que si rien ne change, la tragédie d'il y a 2 ans se reproduira et sera encore pire. Pour cette raison, il leur demande de se souvenir de tous leurs proches qui ont péri à cette époque. Pendant ce temps, à la réunion des nobles, Hermon déclare qu'il pense que le prince construit la muraille dans un but commercial. Son objectif serait probablement de les forcer à commercer avec de la monnaie. Mais comme il s'agit d'un prince, il suggère de ne pas entrer en conflit avec la famille royale. Il explique que s'ils acceptent d'acheter le minerai à 30% en dessous du prix du marché, cela resterait rentable. De plus, il leur serait bénéfique que Roland puisse défendre le territoire frontalier, car il pourrait ainsi réduire les coûts liés à la lutte contre les bêtes. Il pourrait également cultiver les vastes terres situées entre la forteresse et le village. Il ajoute que, puisque la lutte pour le trône dure 5 ans, le prince Roland ne restera pas inactif. Ainsi, à la fin de cette période, le territoire frontalier deviendra plus prospère, tout en restant sous leur autorité. À ce moment-là, le duc posséderait le plus vaste territoire du royaume. C'est pourquoi il propose d'acheter le minerai et d'envoyer des hommes pour participer à la construction de la muraille. Et oui, comme on pouvait s'y attendre, les autres membres de la réunion se mettent à rire et le traitent d'ingénu. De son côté, le duc reconnaît que c'est une bonne idée, mais précise aussitôt que c'est une façon de penser propre aux commerçants, qui ne voient que les gains et les pertes. Se levant de son siège, il affirme qu'il n'est pas arrivé jusqu'ici en ne pensant qu'au profit. C'est pourquoi il remet en question l'intérêt de négocier avec quelqu'un qu'il ne peut pas contrôler. Après tout, celui qui n'obéit pas reçoit sa punition. De plus, il se moque bien que le territoire frontalier prospère ou non. Après tout, il lui appartient, donc personne ne peut en prendre le contrôle. Et le prince ne fait pas exception. Pendant ce temps, le protagoniste présente au peuple les provisions qu'il a obtenues, assurant qu'elles suffiront pour tout l'hiver. Oui, enfin une bonne nouvelle. Il affirme également que la tragédie du passé ne se reproduira pas. La population le remercie, mais le calme est brisé lorsqu'il révèle qu'ils sont désormais en conflit avec Longchamp. L'ambiance retombe immédiatement et ils comprennent qu'ils devront rester et résister. Pour survivre, il ordonne la construction d'une muraille et appelle tous ceux capables de se battre. En leur offrant un salaire et la protection de leur famille, il leur laisse un choix clair, mourir de faim ou défendre leur foyer.
Il n'y a en réalité pas beaucoup d'options. Ensuite, avec Anna et Nanawa, ils réalisent une expérience avec une bougie. Ils démontrent l'existence de différents gaz, expliquant que la curiosité est essentielle au progrès. Plus tard, ils demandent du matériel pour une autre expérience. Mais alors qu'il tente enfin de se détendre, une femme apparaît derrière lui et place une épée contre son cou, lui ordonnant de ne pas bouger, en s'adressant à lui comme à son Altesse. Dans la nuit, Anna se trouvait en train de regarder la lune depuis sa fenêtre. Puis, elle s'allongea sur son lit. Roland frappa à sa porte en demandant à lui parler. Immédiatement, Anna se leva et ouvrit la porte, demandant ce qui se passait. Et maintenant, je vais vous donner le contexte. Remontons quelques minutes dans le passé. Exactement au moment où la mystérieuse femme apparut avec sa dague posée contre le cou de notre protagoniste. Elle lui demanda de ne pas s'agiter, promettant de ne pas lui faire de mal. Roland lui demanda qui elle était. C'est alors qu'il remarqua qu'elle avait le même symbole que la pièce. Il lui demanda si elle était une sorcière. La femme fut surprise en entendant cela, reconnaissant alors qu'il était un homme plutôt bien informé. Elle se présenta donc comme Véronica. Roland exigea de savoir la raison de sa visite. Mais la sorcière le remercia au nom de la confrérie pour avoir aidé Anna et Nanawa. Elle ajouta qu'elle était venue les secourir après avoir entendu dire qu'elles avaient été capturées en tant que sorcières. Mais, de manière surprenante, durant cette semaine, elle avait constaté qu'elles allaient bien, et même mieux que n'importe quelle autre sorcière. En entendant cela, Roland demanda si elle venait de dire qu'elle était infiltrée depuis une semaine. Avant de poursuivre la conversation, Véronica lui demanda de s'asseoir. Une fois plus à l'aise, Roland lui demanda de répondre à sa question. Cette femme lui révéla que, depuis son arrivée au village, elle était restée à ses côtés et avait vu tout ce qu'il avait fait. Et oui, c'est une véritable traqueuse. Mais bon, face à cela, Roland lui demanda la raison pour laquelle elle se montrait maintenant. Véronica mentionna qu'il y a un instant, elle avait vu sa servante lui servir du vin. Mais il y avait une particularité. Cette coupe contenait quelque chose d'ajouté. Face à une telle révélation, Roland lui demanda si elle voulait dire que le vin était empoisonné. Cependant, Véronica répondit en disant que, apparemment, son dîner était totalement sans danger. Roland clarifia immédiatement ce malentendu. Mais en changeant de sujet, il la remercie de l'avoir sauvée. Véronica lui répond que ce n'est rien. Après tout, c'est sa façon de le remercier d'avoir sauvé Anna. En disant cela, elle se lève du lit. Et en se tournant vers notre protagoniste, elle lui dit qu'elle emmènera Anna et Nanawa. En voyant qu'on lui enlève ses waifus, Roland demande où. Ce à quoi Véronica répond que c'est vers la confrérie des sorcières, l'endroit où les sorcières ne sont ni discriminées ni persécutées. Même si, à mon avis, elles sont mieux avec notre protagoniste. Et ce dernier le sait aussi. Il lui assure qu'elles seront en sécurité avec lui. La jeune femme reconnaît qu'il n'a pas de mauvaises intentions. Cependant, elle lui dit qu'il y a quelque chose qu'il ne peut pas faire, à savoir les emmener à la montagne sacrée, où, seulement là, elles pourront trouver la paix éternelle. À cela, Roland lui dit que ces hommes ont trouvé des traces de sorcières dans la forêt du Nord. Il lui demande si elles cherchent elles aussi la montagne sacrée. Mais Véronica refuse de répondre. Et oui, cela en dit déjà long. Face à tout cela, Roland lui dit fermement qu'il ne laissera pas Anna et Nanawa partir, disant que l'hiver approche et que c'est dangereux pour elles. Il les invite à passer l'hiver ici, offrant un refuge à la confrérie des sorcières. Et oui, quel bon protagoniste. Je dirais même qu'il est G-O-A-T. Cependant, Véronica lui dit que même si son Altesse n'a pas peur des sorcières, il y a trop de monde là-bas. Et si l'Église le découvre, elle ne laissera pas passer cela. Elle demande à Roland pourquoi, si cela représente autant de danger, il ne les laisse tout simplement pas partir. Ce à quoi notre Roland Goat répond qu'elles sont importantes pour lui. Véronica lui dit qu'il doit absolument emmener Anna, car elle est en danger si elle reste. Parce que pour les sorcières, la nuit de la majorité est la grande épreuve. Anna se réveillera pendant la lune démoniaque. Ce jour-là, les portes de l'enfer s'ouvriront. Le passage à l'âge adulte marque un avant et un après. Ceux qui n'arrivent pas à éveiller leur pouvoir après 18 ans ne le pourront plus jamais. D'un autre côté, ceux qui y parviennent souffriront de la douleur de leur magie chaque année, le même jour que celui de leur éveil. Une douleur si intense qu'elle peut aller jusqu'à les tuer, en leur infligeant une mort horrible, les réduisant en fumée, ne laissant au final qu'une couche de peau carbonisée. Sinon,
Si elles survivent à cela, leur corps se régénérera en 4 ou 5 jours. Oui, il semble que la vie d'une sorcière soit pleine de souffrances, sans compter qu'elles sont exécutées. Il est aussi mentionné que beaucoup de sorcières meurent à l'âge adulte. Et à cause de cette épreuve, elles sont considérées comme l'incarnation du démon. Dans la confrérie des sorcières, elles sauront comment prendre soin d'Anna et Nanawa. Elles auront plus de chances de survivre. Et la montagne sacrée leur offrira une paix éternelle. La femme masquée dit aux protagonistes qu'elle pourrait être indispensable à ces grands projets, mais qu'il leur donne cette chance de survivre. En entendant cela, Roland, un peu triste, y réfléchit et accepte que Véronica les emmène. Elle le remercie pour sa compréhension, puis disparaît. Roland, un peu confus, se dirige vers la chambre d'Anna, lui disant qu'il a quelque chose d'important à discuter avec elle. En entrant, il raconte à Anna tout ce qui va lui arriver. Cependant, elle refuse de partir, disant qu'elle résistera à cette douleur, voulant rester aux côtés de son Altesse, laissant notre protagoniste stupéfait. Et oui, qui ne resterait pas avec lui, il est beaucoup trop bien. Véronica décide de rester, disant qu'elle a de l'expérience dans ce domaine et qu'elle pourra l'aider lorsque le jour viendra. Sinon, si elle n'est pas capable de résister, Anna devra subir les terribles conséquences. Sous-titre par la conséquence terrible. Le lendemain, Roland se réveille, et pendant que ses servantes rangent sa chambre, Carter entre dans ses appartements. Roland demande ce qui se passe. C'est alors que Carter révèle que Tyr est morte dans la nuit après être tombée de son balcon. Roland, comme il se doit, regrette ce qui s'est passé et ordonne qu'on lui fasse de bonnes funérailles. N'ayant rien de plus à dire, il lui ordonne de partir et de l'attendre dans la salle. Juste au moment où Carter s'en va, Véronica apparaît comme par magie. À cet instant, un silence s'installe. Alors, Roland lui demande si c'est elle. Véronica avoue la vérité, mais précise qu'elle ne l'a pas tuée, car lorsqu'elle est apparue devant elle, Tyr a décidé de se suicider en utilisant le poison qu'elle avait implanté dans sa dent. Elle a donc seulement fait en sorte que cela ressemble à un accident. Roland lui explique que, d'après ce qu'il a appris, ils avaient enlevé sa sœur, et qu'ils l'avaient envoyée pour le tuer. Il en déduit donc qu'il s'agissait de ses frères. Véronica lui suggère de se dépêcher et de se rendre à la réunion au plus vite. Roland tente de refuser, mais en voyant qu'elle a mangé tout son petit déjeuner, il n'a d'autre choix que d'assister à la réunion. C'est ainsi qu'on le retrouve face à Baroff et Carter. Le vieil homme le remarque un peu distrait. Il lui demande donc s'il se sent bien. Roland le rassure, disant qu'il a seulement faim et ordonne de commencer la réunion. Ainsi, ils commencent en expliquant que, en raison de la vente du minerai à moitié prix du marché, ils n'ont gagné que 200 dragons d'or. Mais après déduction des dépenses en ressources pour la muraille et les provisions, il ne reste que 90 pièces. Notre albinos considère que cela suffit pour tenir l'hiver. Mais à cet instant, Baroff lui rappelle qu'il a également annoncé une milice. À ce sujet, Roland demande à Carter où en est le recrutement. Ce dernier répond qu'il y a beaucoup de volontaires. Il pourrait même former une unité de 100 hommes. Cependant, l'entraînement et le commandement posent un gros problème, car ce sont de simples ouvriers face à des bêtes démoniaques. Il propose donc de demander le soutien du baron Boris afin de recruter des chevaliers. Et oui, Roland n'est pas stupide non plus. Il accepte donc. Il lui demande ainsi d'organiser une rencontre avec le baron Boris pour le lendemain. Roland discute seul à seul avec Baroff. Ce dernier doute que le baron Boris accepte de les aider. Cependant, Roland admet qu'il ne s'y attend pas non plus. Ils ont seulement accepté de se rencontrer parce que Carter lui fait confiance. Malgré tout, il reconnaît que sur le plan militaire, Carter a raison. Pendant qu'il jouait à Idrès, Baroff pense qu'il va perdre par manque de pièces. Cependant, Roland lui explique que les pions, les plus simples, sont ceux qui peuvent donner la victoire. Il fait ainsi une comparaison avec la réalité. Il fait confiance au peuple pour se battre jusqu'au bout, même sans expérience. Il assure néanmoins qu'il les entraînera et qu'ils ne combattront pas désarmés. Oui, un vrai leader. Ensuite, on voit Roland apprendre à Anna à concentrer sa magie de feu en un point précis. Après trop d'efforts, elle y parvient, changeant même la couleur des flammes. Mais elle termine complètement épuisée. Roland la félicite et lui annonce que ce qu'ils sont en train de créer sera une arme qui marquera une nouvelle ère. Plus tard, dans sa chambre, Véronica apparaît. Elle promet de protéger à la fois Anna et Roland.
En guise de récompense, elle montre le parchemin qu'Anna lui a donné. Elle souhaite l'apporter à la confrérie des sorcières. Roland l'autorise sans aucun problème, montrant ainsi la confiance entre eux. Le lendemain, Roland et Carter rendent visite au baron Boris pour demander un soutien militaire. Bien que le baron reconnaisse leur courage, il refuse de les aider, affirmant que ses chevaliers sont épuisés et qu'il ne les risquera pas contre des bêtes démoniaques. À la place, il leur offre de l'argent comme geste de soutien. Cela met Carter en colère. Il voit cela comme un manque d'honneur. Cependant, Roland, calme, dit qu'il s'y attendait déjà. Il décide d'accepter l'argent, de l'utiliser stratégiquement et d'assumer qu'ils ne peuvent pas dépendre de la noblesse. Lorsque Carter demande comment ils s'entraîneront sans eux, Roland répond avec assurance qu'il a ses propres méthodes.